Aujourd'hui, nous allons essayer de démontrer la règle de Leibniz pour les séries alternées. Cette règle-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, nous avons une suite numérique UN positive qui est décroissante et qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Dans ce cas-là, la série infini moins a puissance n fois un est une série qui converge. Voilà, donc avant de démontrer cette règle-là, nous allons faire un petit rappel sur les suites adjacentes. Qu'est-ce que c'est que de suites adjacentes? Donc supposons que là nous avons une suite décroissante UN, une suite numérique UN, et une suite numérique UN, Vn qui est croissante. Donc remarquez que là, dans cette représentation, nous avons les termes de UN qui décroît et les termes de Vn qui croît. Bon, donc la première condition, c'est que justement les deux suites UN et Vn, l'une est décroissante et l'autre est croissante. D'autre part, nous supposons que la différence entre UN et Vn tend vers 0. Donc la distance entre UN et Vn, remarquez que les distances UN moins Vn est une quantité qui décroît et qui tend vers 0. Dans ce cas-là, donc si nous avons deux suites numériques qui ont ces deux conditions-là, alors on dira que les deux suites UN et Vn sont deux suites adjacentes. Et à ce moment-là, la conséquence directe, c'est qu'il y aurait un certain nombre réel L, tel que les deux suites UN et Vn vont converger toutes les deux vers la même limite L. Donc là, on va dire tout de suite qu'il y a là une certaine valeur L. N'est-ce pas? C'est un peu logique. Une certaine valeur L intermédiaire entre UN et Vn, tel que les deux suites vont converger vers justement cette limite-là. Et d'autre part, nous avons la double inégalité L qui est encadrée entre la suite qui décroît et la suite qui croît. Donc L entre UN et Vn. Donc mettons ce rappel avant de côté, nous allons essayer, donc nous allons utiliser effectivement cette notion de suite adjacente afin de démontrer la règle de Leibniz. Alors pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Donc nous allons considérer la suite des sommes partielles Sn associée à cette série numérique alternée. Nous avons Sn qui vaut la somme de k allant de 1 jusqu'à un certain ordre n de moins 1 puissance k u k. Donc c'est égal, si on ouvre cette sommation-là, ça va nous donner moins u1 plus u2 etc. jusqu'à ce qu'on arrive à moins 1 puissance n un. Bon, à partir de là, nous allons considérer deux sous-suites adjacentes, deux sous-suites x' de cette suite Sn. L'une est indexée donc de nombres pairs et l'autre des nombres impairs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là, nous allons considérer S de n qui est égal à la somme de k allant de 1 jusqu'à 2n de moins 1 puissance k u k. Si on ouvre cette suite-là, ça va nous donner moins u1 plus u2 jusqu'à ce qu'on arrive au dernier terme qui est pair, donc plus u2n. D'autre part, nous avons u2n plus 1 égal à la somme de k allant de 1 jusqu'à 2n plus 1 de moins 1 puissance k uk et qui n'est rien d'autre que u1 moins u1 plus u2 plus 2 points plus 1. Donc la sommation va se faire jusqu'à 2n plus 1. Donc voilà les deux sous-suites que nous allons considérer. Notre objectif est de démontrer que ces deux sous-suites-là sont des suites adjacentes. N'est-ce pas? C'est-à-dire, on va démontrer que l'une est croissante, l'autre est décroissante, et que la distance entre les deux, donc la différence entre les deux, va tendre vers 0. C'est ça notre objectif. Premièrement, donc on va démontrer que, tout d'abord, faisons une petite représentation. N'est-ce pas? Allez-y. Étant donné que UN est positif, donc le premier terme est négatif, n'est-ce pas? Donc moins U1. Donc on va dire que ce point-là c'est S1.
n'est-ce pas? Donc moins UN, c'est S1. C'est S1. U2, S2 plutôt. S2, c'est moins U1 plus U2. Ensuite, vous avez, donc ça va faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, vous avez S3, S4, S5, S6. N'est-ce pas? Voilà, on peut effacer ces termes-là, on peut les remplacer par des termes. Donc là, on va mettre S2N plus 1. Là, nous avons S2N plus 3. Là, nous avons S2N plus 2. S2N plus 4. Là, nous avons S2N. Là, nous avons S2N moins 1. Donc, tous les indices impairs sont en bas, les indices pairs sont en haut. Bon, remarquons que cette suite-là, cette sous-suite, est une suite décroissante. Par contre, la suite d'en bas est une suite croissante. Donc, notre objectif est de démontrer que celle-ci est décroissante, alors que celle-là est croissante. C'est ça notre objectif. Allez-y. Donc, schématiquement, il est clair qu'elle est décroissante, mais on va le démontrer analytiquement. Allez-y. On va calculer S2N plus 2 moins S2N. N'est-ce pas? Afin de démontrer que celle-ci est croissante, on va évaluer la différence de deux termes successifs. Il est clair que là, on obtient quoi? On obtient, donc si on regarde ici, donc le prochain terme, c'est moins U2N plus 2. Alors que toute cette sommation-là va se simplifier. Donc ça va nous donner moins U2N plus 2. Or, U2N plus 2 est un nombre positif, donc fois moins, ça va nous donner quelque chose de négatif. Donc, par conséquent, S2N, la sous-suite S2N est une suite qui dégrade. D'autre part, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, nous avons S2N plus 3 moins S2N plus 1. C'est-à-dire on va évaluer la différence de deux termes successifs de cette suite d'indices impairs. Allez-y, donc si on prend cette sommation-là, le terme qui suit, c'est plus U, c'est plutôt moins U, 2N plus 3. Donc si on effectue la différence, on obtient moins. Ici c'est le contraire, ici on va avoir moins, parce que c'est associé à un indice impair. Donc le prochain terme, ça va être plus U, 2N, plus 3. Donc ceci va nous donner quoi? U, 2N, plus 3. N'est-ce pas? Or, U, c'est une suite. UN, c'est une suite positive, donc ce terme-là est positif. Par conséquent, la sous-suite U2N plus 1, donc aux indices impairs, est une suite qui est croissante. Donc là, on vient d'avoir le premier élément. Le deuxième élément, on va essayer de démontrer que la différence des deux suites tend vers 0. Bon, UN, plutôt S, on va évaluer la différence S2N plus 1 moins S2N. Donc S2N plus 1 moins S2N, n'est-ce pas, est égal à quoi? Donc si on regarde ici, 2N plus 1 moins S2N, donc ce qui va rester c'est moins U2N plus 1. N'est-ce pas? Et dès lors que par l'hypothèse, nous avons UN qui tend vers 0,
dès lors que là nous avons la suite UN qui tend vers 0, donc ceci va tendre vers 0. Lorsque 1 tend vers l'infini. Par conséquent, les deux suites S UN plus 1. Donc la différence, si vous voulez, des deux suites, justement, va tendre vers 0. Par conséquent, S2n plus 1 moins S2n, justement, tend vers 0. Donc de 1 et 2, donc là 1 et 2, implique que les deux suites Sn et S2n plus 1 sont de suite adjacentes. Et dès lors qu'elles sont adjacentes, on peut, en vertu de ce théorème-là, en vertu de ce rappel, on peut affirmer qu'il existe un certain L, on va l'appeler S, une certaine valeur S, n'est-ce pas, entre les deux suites, n'est-ce pas, donc il existe S appartient à R tel que S de n, virgule S de n plus 1, et de ce suite tendent vers la même valeur, lorsqu'un tend vers l'infini, bien sûr. Et dès lors que là, nous avons, ce sont là, donc le S2L et S2L plus 1 sont les seuls, si vous voulez, ce sont les deux seules sous-suites que l'on peut extraire de la suite Sn, n'est-ce pas? Donc il n'y a que les nombres pairs ou bien impairs, il n'y a pas d'autre chose. Par conséquent, donc la suite Sn carrément tend vers S, n'est-ce pas? Et c'est la définition, effectivement, c'est la définition même d'une série numérique qui converge. N'est-ce pas? Donc la suite numérique va converger. Donc ça c'est le premier élément de cette règle-là. Autre chose, donc comme conséquence, donc, je vais effacer par ici. Comme deuxième conséquence de la règle de Leibniz, dans le cas où nous avons ces deux conditions-là, alors la série alternée va converger. D'autre part, la différence entre Sn, entre la suite des sommes partielles et la limite, et la somme S, est inférieure au terme Un plus 1, qui est positif, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas la peine de mettre la valeur absolue, Un plus 1. Donc maintenant, on va essayer de démontrer cette inégalité. Très bien, alors, on va procéder comme tout à l'heure. Donc on va prendre ici tout d'abord 2n, ensuite on va prendre 2n plus 1. Allez-y, donc on va effectuer la différence S de n moins S, par valeur absolue. Alors, remarquons que ici, donc les termes impairs, les termes d'indice pairs sont tous supérieurs à S, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on a vu que c'est la conséquence directe des suites adjacentes, qui dit que la suite qui décroît est supérieure à la limite, qui est supérieure elle-même à la suite qui croît. Donc la limite est sandwichée, si vous voulez, entre la suite qui décroît, qui est d'indice pair, et l'autre qui croît, qui est d'indice impair. Donc 2n plus 1. Allez-y, donc dans ce cas-là, S2n moins S est égal à S2n moins S. C'est-à-dire on peut enlever directement la valeur absolue dès lors que S2n est supérieur à S. Or, ceci est donc S2n moins S. C'est-à-dire que c'est cette distance-là. S2n moins S. Il est clair que cette distance-là est inférieure à cette distance-là, n'est-ce pas? Donc on peut dire que ceci est inférieur ou égal à S2n moins S 2n plus 1. Donc on remplace S par S2n plus 1. Or, S2n moins S2n plus 1, le terme qui suit, c'est moins, qu'est-ce que vous avez ici? Moins U2n plus 1. Donc si on prend ceci
moins cela, donc tout ce qui va rester c'est U de n plus 1. U de n plus 1. Je vérifie, tout à fait. Voilà. D'autre part, nous avons la valeur absolue de S 2n plus 1 moins S. Donc ça c'est pour le cas pair. Pour le cas impair, nous avons la distance entre le terme d'indice impair et S. N'est-ce pas? S 2n plus 1 moins S. Donc cette distance-là, il est clair qu'elle est égale à, étant donné que S est supérieur à S 2n plus 1, alors ceci est égal à quoi? Est égal à S moins S 2n plus 1. Or, cette distance-là, il est clair qu'elle est inférieure. Il est clair qu'elle est inférieure à cette distance-là. N'est-ce pas? Donc, elle est inférieure ou égale à S 2n plus 2 moins S 2n plus 1. Je répète, donc S moins S 2n plus 1 est inférieur à S 2n plus 2 moins S 2n plus 1. On a remplacé S par ce terme-là qui est bien supérieur à S. Or, S 2n plus 2 moins S 2n plus 1, donc on va regarder ici. Donc S 2n plus 1, ça va aller jusqu'à moins S 2n plus 1. Par contre, S 2n plus 2, ça va aller jusqu'à plus. Donc U 2n plus 1, plus 2 plutôt. N'est-ce pas? Donc c'est les termes que nous avons ajoutés ici. Donc maintenant, si on prend cette sommation complète, moins cette sommation jusqu'au-là, il est clair que le seul terme qui va survivre, c'est U 2n plus 2. N'est-ce pas? Alors, donc si on regarde bien, à travers 1 et 2, on va dire A et B. Donc A et B, qu'est-ce qu'ils impliquent, ces deux éléments-là? Donc là, vous voyez bien que lorsqu'on commence à partir de 2n, on obtient 2n plus 1. Donc l'ordre qui suit, l'indice qui suit 2n, ça nous donne 2n plus 1. Lorsqu'on commence à partir de 2n plus 1, on obtient 2n plus 2. Donc idem, on obtient toujours l'indice qui suit. Donc par conséquent, on peut prendre n'importe quel n, ou bien m, ou bien tout ce que vous voulez. Toujours, on obtient toujours la différence Sn moins S, qui est inférieure ou égale, parce que là vous avez égalité, inégalité, égalité. Donc ceci est inférieur ou égal à ceci. Donc par conséquent, Sn moins S est toujours inférieur ou égal à U, l'indice qui suit n, c'est-à-dire Un plus 1. Bon, effectivement, dans le chapitre des séries numériques, en général, le seul résultat qui nous intéresse, suivant cette règle de Leibniz, c'est le premier élément. N'est-ce pas? Donc, c'est le fait que nous puissions déduire la nature de notre série alternée à partir de la décroissance de la suite n et de sa tendance vers 0. Le deuxième élément maintenant, cette inégalité-là, nous l'utilisons plutôt dans la démonstration, voilà, dans l'établissement de la convergence uniforme des séries de fonctions. Donc on le verra plus tard dans le chapitre suivant. Voilà donc ce que nous avons pour la règle de Leibniz qui concerne les séries que nous utilisons dans les séries alternées. Allez-y, prenons maintenant un exemple. L'exemple, si vous voulez, typique des séries alternées, à savoir la série de Leibniz. Donc la série numérique de Leibniz. Donc la série de Leibniz, qu'est-ce qu'elle elle est donnée par quoi? Donc série de Leibniz. Elle est donnée par ceci, donc c'est la somme de moins 1 puissance n sur n à la puissance alpha. Donc alpha appartient à R. Allez-y, essayons d'étudier cette série. Donc le premier cas, dans le cas où alpha est inférieur ou égal à 0. Donc si alpha est inférieur ou égal à 0. Il est clair que dans ce cas-là, la CNC, par la CNC, on obtient donc ce terme-là qui ne tombe pas vers 0, n'est-ce pas? Donc tout ce terme-là, je vais l'appeler UN, naturellement. Donc tout ce terme-là, le note UN. Il est clair que
Dans le cas où alpha est inférieur ou égal à 0, il est clair que un ne tend pas vers 0. Et donc, en vertu de la NC, la série somme de un va diverger. Très bien. Bon, donc pour ne pas confondre avec ce que nous avons donné tout à l'heure, je préfère l'appeler WN, c'est mieux. Donc UN, ça va faire 1 sur 1 à la puissance alpha, n'est-ce pas? C'est pour ne pas confondre les notations. Voilà, donc il est clair que la somme de WN va diverger dans ce cas. Deuxième cas, si alpha est strictement supérieur à 1. Dans le cas où alpha est strictement supérieur à 1, il est clair que nous pouvons directement utiliser la convergence absolue. En effet, la somme de la valeur absolue de Wn est égale à la valeur absolue de moins 1 puissance n c'est 1, et donc c'est égal à la somme de n sur 1 à la puissance alpha. Or, cette série-là, elle converge. Pourquoi elle converge? Parce que c'est la série de Riemann avec un alpha qui est supérieur à 1. Donc la série de Riemann, on va dire, plutôt la série de Riemann lorsque alpha est supérieur à 2. Donc on va dire que c'est la fonction de zeta, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, cette série-là, nous l'avons déjà étudiée, n'est-ce pas? Lorsque alpha est supérieur à 1, on a dit qu'elle converge pour tout alpha supérieur à 1 et elle diverge pour tout alpha inférieur ou égal à 1. Donc c'est une série qui converge. Très bien. Maintenant, puisqu'elle converge, donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la somme de Wn converge absolument. N'est-ce pas? Donc, par valeur absolue, elle converge. Nous avons un théorème qui nous dit que si la série est convergente absolument, alors elle converge tout court. Donc, la somme de Wn converge, n'est-ce pas? Donc, la convergence absolue implique la convergence tout court. Voilà donc pour le cas alpha supérieur strictement à 1. Maintenant, ce qui nous reste, c'est le cas où alpha est entre 0 et 1. Donc c'est effectivement le cas où nous allons devoir utiliser la règle de Leibniz. Pourquoi? Parce que remarquez bien que dans ce cas-là, dans le cas où, donc si alpha est supérieur strictement à 0 et inférieur ou égal à 1, il est clair que là, on n'a pas le droit d'utiliser, on ne peut pas utiliser la convergence absolue. Étant donné que, si vous voulez, on aura donc la série donc, par valeur absolue, elle ne converge pas, n'est-ce pas? Puisqu'elle ne converge pas, donc la série numérique elle ne converge pas absolument, dès lors qu'elle ne converge pas absolument, donc on peut rien déduire. Donc dans ce cas-là, on va devoir utiliser la règle de Leibniz pour cet intervalle. Allez-y, donc qu'est-ce que nous avons? Donc on va dire soit n est égal à n sur 1 à la puissance alpha. Donc on va séparer ici donc le facteur d'alternance moins 1 puissance n de ce qui reste qui va faire n sur 1 à la puissance alpha. Donc ça c'est un. Essayons donc de vérifier les conditions de Leibniz, de la règle de Leibniz. Premièrement, il est clair que un est une suite qui décaloise. Deuxièmement, vous avez un, il est clair qu'elle tend vers 0 pour tous les alphas qui sont dans cet intervalle-là, n'est-ce pas? Donc les conditions de Leibniz sont vérifiées. Donc, par conséquent, la somme de Wn va converger. Très bien. Remarque. On peut remarquer dans ce cas-là, dans cet intervalle précis, il est clair que la série ne converge pas la somme de Wn, donc est une série qui diverge. Pourquoi? Parce que c'est la série harmonique généralisée. Harmonique généralisée. Pour laquelle vous avez alpha donc entre 0 et 1, n'est-ce pas? On va dire absolu, on obtient la somme de 1 sur 1 à la puissance alpha avec un alpha dans cet intervalle. Il est clair que là nous avons une série qui diverge. Donc, si vous avez une série qui, ça veut dire quoi? Donc la somme de Wn ne converge pas absolument. Or, par définition, une série numérique qui converge
donc qui est convergente sans lettre absolument est dite semi-convergente, n'est-ce pas? Donc la somme de WN est semi-convergente, n'est-ce pas? Donc, je vous rappelle le schéma. Donc ça c'est la classe des séries qui sont convergentes, à l'intérieur de laquelle nous avons une classe des séries convergentes absolument. Donc toute série qui converge absolument est convergente. Et tout le reste, n'est-ce pas? Toutes les séries qui restent sont dites semi-convergentes. N'est-ce pas? Alors, conséquence, donc si on veut résumer maintenant tout ça, c'est ici. Si on veut comparer avec la série, avec la fonction zeta, donc là il est clair que là, donc, nous avons la fameuse série 1 sur 1 à la puissance alpha. Cette série numérique, si vous voulez, si on veut résumer sa nature dans un axe, donc là vous avez 0, là vous avez 1, n'est-ce pas? Donc nous avons déjà établi que cette série diverge pour tous les alphas inférieurs ou égal à 0. Nous avons également vu, donc elle diverge par la CNC et elle diverge également. Bon, nous avons utilisé plusieurs critères pour établir la nature de cette série-là. Quoi qu'il en soit, la conclusion que nous avons pu tirer, c'est que cette série-là donc diverge pour tous les alphas inférieurs ou égal à 1 et elle converge uniquement pour alpha supérieur à 1. N'est-ce pas? Donc ça c'est la série fonction zeta. On va l'appeler fonction zeta. Par contre, la série de Leibniz, qui ne diffère pas beaucoup, en effet, de la série première, la différence, si vous voulez, c'est juste 1 moins 1 puissance 1. Donc c'est juste le facteur d'alternance. Alors nous avons toujours 0, 1. Donc, pour tous les alphas inférieurs à 0, donc nous avons une série qui diverge, nous l'avons démontré tout à l'heure. Pour tous les alphas supérieurs à 1, nous avons une série qui converge, donc parce qu'elle converge déjà absolument. Maintenant, remarquons qu'entre 0 et 1, notre série, qu'est-ce qu'elle fait? Il est clair qu'elle converge. N'est-ce pas? Qu'elle converge sans lettre absolument, donc elle est semi-convergente. On s'en fout, l'essentiel que la série est convergente. Donc remarquez que de là jusque-là, donc rien n'a changé, donc convergence, convergence. Donc le facteur d'alternance n'a pas d'effet ici, dans cette plage. De même, dans cette plage-là, pour alpha inférieur à 0, le facteur d'alternance moins la puissance n n'a pas d'effet. Par contre, dans l'intervalle 0,1, donc l'introduction de moins la puissance n, donc le fait que nous ayons injecté le facteur d'alternance moins la puissance n, n'est-ce pas? Eh bien, ça change complètement la nature de la série. Donc, il la ramène de la divergence à la convergence. Donc, si vous voulez, cette divergence, la plage de divergence, elle a été poussée à gauche d'une unité après l'injection de ce facteur d'alternance. Voilà donc pour ce qui est de la série de Leibniz. Voilà ce qu'on appelle la série de Leibniz. Et voilà les séries alternées de critères de la règle de Leibniz.